Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind du Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. C'est le dimanche, comme tous les dimanches, nous sommes ensemble pour parler de la bourse, des grandes tendances économiques et boursières. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai pas été présent hier, il n'y a pas eu de vidéo du samedi. Je vais essayer de me rattraper aujourd'hui avec une présentation que j'ai fait sur le marché obligataire, comment ça fonctionne. Et cette discussion sera dans le cadre de ce qui se passe actuellement en Chine, parce que je considère que c'est un des sujets majeurs pour les risques boursiers et les risques économiques que nous faisons face actuellement quand on investit en bourse. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à la chaîne Mind du Cash, rejoindre le site mindducash.fr où je publie quotidiennement des articles avec mon opinion sur le marché et une compilation des actualités boursières. Également, il existe la chaîne Telegram si vous voulez participer dans nos discussions quotidiennes sur la bourse et l'économie. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre en like ou en dislike pour cette vidéo. Si c'est en dislike, mettez-moi s'il vous plaît un petit commentaire. Qu'est-ce qui n'allait pas? Parce que les likes, pour moi, c'est super important. Et pour moi, c'est vraiment un moyen de progresser et de faire développer cette chaîne qui reste gratuite. Voilà, donc le plan pour cette vidéo, évidemment, nous allons faire un tour cette fois très rapide sur les marchés financiers parce que tout se passe super bien. Franchement, c'était une semaine excellente. Mon portefeuille qui reste à 60% investi dans les actions a fait des magnifiques profits cette semaine. Je suis au plus haut. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Dites-moi dans les commentaires comment ça se passe pour votre portefeuille. C'était une des meilleures semaines de cette année 2021. Mais en revanche, il faut être honnête, et ce que je dis quotidiennement dans mes posts sur mindducash.fr, que les risques augmentent. Paradoxalement, les bourses montent, mais les risques augmentent. Ça arrive dans le monde boursier, dans l'histoire boursière, ça s'est passé déjà beaucoup de fois. Mais en tout cas, maintenant, je vois quand même certains risques majeurs, et évidemment, je les explique dans ces divers articles et que nous allons évoquer dans cette vidéo. Voilà, donc là, je commence par notre traditionnel tableau de bord. Je vais essayer d'être vraiment rapide cette fois pour laisser un peu plus de temps pour la discussion sur le marché obligataire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Donc, nous voyons que les indices boursiers ont progressé fortement. Donc, il y a eu des diverses raisons pour ça, notamment le début des résultats. Donc, les résultats ont été très positifs. Les bancaires qui ont publié leur trimestriel aux États-Unis, on commence souvent les résultats par les États-Unis en général. Donc, le marché Nasdaq il est à 2,27% de progression sur la semaine et presque 2% pour S&P 500. Voilà, donc, en gros, tous les actifs ont augmenté. Encore une fois, le pétrole, il bat les records, mais on reste toujours un petit peu dans un contexte de energy crunch, de la crise énergétique qui est plus ou moins présente partout. Donc en Europe, évidemment, particulièrement en Grande-Bretagne, en Chine, pareil, pour d'autres raisons qu'en Europe. Mais dans tous les cas, partout, plus ou moins partout, nous éprouvons en fait ce test énergétique de notre dépendance énergétique et vraiment l'énergie qui manque aujourd'hui pour cette reprise post-Covid. On ne va pas trop rentrer dans ce débat, je pense que vous êtes tous plus ou moins au courant des actualités, que maintenant toutes les matières premières sont en train d'exploser en bourse, ça fait profiter pour certaines entreprises, notamment notre cher Total Energy, mais pas que. Donc pour les traders des matières premières, c'est vraiment une période très intéressante parce qu'il y a beaucoup de volatilité, beaucoup du coup d'opportunités, évidemment beaucoup de risques, mais en tout cas c'est pas vraiment le marché sur lequel je suis positionné. Je suis positionné principalement sur le marché d'actions et c'est sur ce marché d'actions que nous allons faire l'accent aujourd'hui. Ensuite, Bitcoin, encore une fois, elle a progressé de presque 12%. Évidemment, les discussions sur le lancement de l'ETF, dont on parle déjà depuis plusieurs années, apparemment, cette fois, elle devrait être acceptée par la Security Exchange Commission américaine. Ça donne effectivement une certaine légitimité à ce marché des crypto-monnaies en pleine progression, en plein ressort. Et donc, bien évidemment, la crypto principale, le Bitcoin, en profite largement. Sur l'or, il n'y a pas beaucoup de mouvement. Il est resté stable sur une semaine tout en restant assez bas dans son canal de moyen terme récent. Voilà, ensuite l'indice VIX qui représente une nervosité des marchés parce que c'est un indice qui est construit avec des positions optionnelles. Pour ceux qui sont les membres de mon groupe Option Invest, je vous ai déjà expliqué comment on les construit. C'est une stratégie optionnelle qui s'appelle Straddle qui en gros représente la volatilité implicite du marché actuel. Actuellement, nous sommes descendus sur un niveau assez bas de 16,3. La semaine dernière, quand j'ai fait cette vidéo, on était au-dessus de 20. Au-dessus de 20, c'est considéré déjà comme relativement nerveux. Ce n'est pas du tout la crise, parce que pendant les crises, on peut monter à 50, 60, voire 80. Mais donc pour les
très très grande crise. Cette fois, nous trouvons sur le niveau très bas qui est en général très propice pour la remontée des marchés. Le problème de cet indicateur VIX, c'est que ce n'est pas un indicateur avancé, donc du coup, il ne peut pas prédire, en fait, il ne permet pas, si vous voulez, prédire les tendances futures des marchés. En gros, il constate qu'aujourd'hui, la nervosité est assez faible, mais on ne sait pas quel sera l'avenir. Je vous rappelle que le 15 octobre, et encore une fois, ceux qui sont membres d'Option Invest le savent parfaitement, c'était une échéance d'expiration des options mensuelles de mois d'octobre. Donc là, j'avais des positions sur les options. Et donc, du coup, ces mouvements de VIX sont peu représentatifs pendant ces journées-là parce qu'il y a beaucoup de contrats qui arrivent à l'échéance. Et bien évidemment, ça impacte les tendances boursières parce que certaines positions dérivées deviennent les positions dans le sous-jacent et automatiquement, il y a eu de mouvement, il y a plus de volume pendant ces jours-là. Donc, toujours les jours d'expiration des options et surtout les jours, ce qu'on appelle les jours de 4 sorcières, quand il y a beaucoup de contrats dérivés qui expirent en même temps. Il faut faire beaucoup attention à la liquidité et surtout le marché n'est pas spécialement représentatif. De point de vue technique, voici ce que nous montre l'indice Nasdaq 100 que je surveille principalement parce que la plupart de mes positions sont plus indexées sur cet indice que sur l'indice S&P 500. Donc pour moi, nous sommes dans une phase de correction ABC. Donc on n'a pas touché le seuil de 14 000 points que je m'attendais qu'on touche au sein de la vague A. Et donc, du coup, la vague B est repartie et on est en train de toucher la ligne de 50 jours sur les moyennes mobiles. Donc, vous pouvez voir, après la clôture des marchés, que l'indice reste relativement technique parce que dès qu'on s'approche à des lignes importantes, tout de suite, il y a un ralentissement. Je ne pense pas que ce sont les drivers fondamentaux qui dirigent ce mouvement haussier des bourses. Donc, évidemment, il y a quand même les trimestriels, mais vous savez parfaitement que depuis des mois et des années, nous suivons principalement la politique de la Réserve fédérale en termes de la liquidité. Et on sait parfaitement, je vous rappelle, si jamais vous ne connaissez pas, même si c'est une actualité majeure des dernières semaines, que normalement, la Réserve fédérale devrait arrêter sa politique des QI à partir de 6 novembre 2021, dans leur prochain réunion de la Réserve fédérale. Donc pour l'instant, aujourd'hui, tous les mouvements sont un petit peu aléatoires. On s'attend comment ça va se passer, ce n'est pas encore officiel, mais les marchés s'attendent à cette nouvelle qui est très négative pour les marchés. Donc je rappelle encore une fois que ce ne sera pas l'arrêt immédiat, ça sera l'arrêt progressif du programme quantitative easing qui prendra définitivement la fin selon le planning de Jerome Powell vers mi-2022. Donc ça nous laisse quand même pas mal de temps encore jusqu'à la liquidité soit arrêtée, on va dire, entièrement. On ne parle pas pour le moment de la remontée des taux, ça c'est vraiment un sujet encore plus important pour les marchés financiers, mais la remontée des taux peut arriver selon certains analystes plus tôt que prévu. Aujourd'hui, je vous présente quelques articles de Wall Street Journal où on parle vraiment ouvertement que l'inflation commence à s'échapper du contrôle des régulateurs. Tout le monde parle de l'augmentation très importante des prix aux États-Unis. Il y a plusieurs phénomènes, donc je ne vais pas les répéter dans chaque vidéo. Donc évidemment, c'est une réouverture post-Covid, mais c'est aussi l'échec de Joe Biden qui l'a distribué aux ménages américains. Donc effectivement, il y a énormément de consommation, les gens veulent consommer. Aujourd'hui, les conditions sont propices, les crédits ne sont pas chers, même si dans certains pays, les taux commencent à doucement remonter, ce qui fait encore plus peur. Mais en tout cas, nous vivons dans un contexte économique qui ressemble à la notion de la stagflation. C'est quoi la stagflation? C'est un des phénomènes les plus dangereux dans l'économie. C'est grosso modo quand nous avons de l'inflation, donc les prix qui montent, et il n'y a pas de croissance. Donc par exemple, si vous utilisez en permanence les instruments monétaristes, donc vous stimulez l'économie, vous distribuez l'argent dans le mode de helicopter money, donc ça veut dire distribution à tout le monde de l'argent comme a fait Joe Biden, ça peut effectivement créer ça comme un phénomène de bord, on peut ne pas avoir de la croissance ou bien la croissance purement temporaire qui était stimulée par cette injection monétaire ou par ces programmes sociaux, même voire presque communistes. Et ce n'est pas une croissance saine, croissance organique de l'économie parce que l'économie devient de plus progressive, devient de plus en plus efficace, qu'il produit plus de valeur ajoutée. C'est tout simplement parce que l'État a injecté de l'argent et du coup ça ressort de l'autre côté dans le PIB de ce pays où nous avons injecté cet argent. Donc c'est très simple en fait. C'est un jeu à somme nulle, donc on injecte dans notre côté et ça fait ressortir de côté PIB et ça fait des statistiques assez sympas à regarder comme quoi il y a de la croissance, mais c'est une croissance qui vient purement et simplement de la stimulation monétaire. Je pense que c'est plus ou moins ce que nous vivons aujourd'hui, mais le risque qui est en train de s'émerger que
probablement cette croissance va s'accélérer parce qu'il n'y a plus de chèque de Biden, mais en revanche, l'inflation peut rester parce que nous savons, nous entendons parler un peu partout, même pas dans les médias économiques, qu'il y a maintenant la pénurie de tout, pénurie des semi-conducteurs, qu'on en parle souvent sur la chaîne Mind du Cash et sur la chaîne Telegram, mais il n'y a pas que ça, il y a la pénurie de l'énergie, puis pénurie de plein de produits, et évidemment ça crée des conditions idéales pour l'explosion de l'inflation sans pour autant avoir de la croissance en face. C'est pour ça quand je regarde ce graphique qui reste très positif, qui reste très optimiste pour ceux qui investissent en bourse, et mon portefeuille actuellement, elle est au plus haut, et le vôtre, j'espère aussi. Mais nous ne devons pas perdre la vigilance. Je vous informe à chaque fois, c'est pas parce que je suis pessimiste, je suis parfaitement optimiste dans la vie, mais quand même, il faut être conscient qu'il existe des risques actuellement. Nous vivons plus les mêmes réalités que nous avons vécues avant Covid. Pendant des années, entre la crise de subprimes, ensuite la crise de la dette européenne, et la crise de Covid, où on vivait un petit peu dans le monde de bisounours, où il y avait toujours cette pompe, cette planche à billets qui était activée par les différentes banques centrales qui stimulaient l'économie. On avait un petit peu de croissance, on avait un petit peu de l'inflation, on avait les taux bas, on achetait des maisons, on achetait des biens de consommation. Tout ça, ça a l'air d'être terminé parce que maintenant, on est obligé d'aller beaucoup plus loin dans la stimulation monétaire et donc du coup, on crée de l'inflation qu'on a du mal à gérer. Et c'est ce que disent d'ailleurs les analystes de Wall Street Journal, où le journaliste, il se pose la question si la Fed, il n'a pas construit ses projets sur le sable, les projets qui concernent l'inflation. Donc c'est vraiment la question qu'on se pose assez régulièrement. Il y a de plus en plus d'économistes, plus en plus d'analystes qui se posent cette même question. Est-ce que le programme de Jerome Powell va vraiment se réaliser? Quel était son programme? Je vous rappelle qu'il pense que cette histoire de l'inflation, c'est purement temporaire et ça va plus ou moins se calmer au fur et à mesure. Il s'attendait déjà à ça en automne 2021, ça n'était pas le cas. Donc maintenant, il s'attend à le ralentissement de l'inflation pour l'année prochaine. Est-ce que ça sera le cas? On ne sait pas parce que probablement il y aura d'autres phénomènes qui vont arriver, qui vont créer d'autres circonstances pour l'inflation plus importante et ça va pousser à augmenter les taux directeurs par la Réserve fédérale. C'est quelque chose à quoi le marché ne s'attend pas du tout. Et si vous êtes investisseur en bourse, pour vous, il ne suffit pas juste d'attendre que Jerome Powell commence à parler de l'augmentation des taux. Parce que généralement, ce qui importe, c'est les anticipations. Parce que les analystes qui analysent les discours de Jerome Powell, des différents membres de board de la Fed, ils font des projections quand est-ce qu'il y aura lieu la prochaine remontée des taux. Et ce sont ces projections qui vont être importantes à surveiller pour justement anticiper les tendances de bourse. Dès que on va commencer à rapprocher les anticipations en termes d'augmentation des taux, dans ce cas-là, forcément, il y aura une réaction des marchés. Donc, d'un côté, on va avoir la QI qui va être arrêtée progressivement et par la suite, si on va tout de suite avoir la remontée des taux, on va revivre exactement le même scénario que nous avons vécu déjà à la fin de 2018. Et c'était quoi? C'était la chute totale de tous les actifs, quels que soient les actifs. Il n'y avait même pas vraiment de l'actif refuge. Et d'ailleurs, n'oubliez pas cette phrase, qu'il n'y avait pas de l'actif refuge, parce que ça sera important pour la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons parler du marché de dette, qui est souvent considéré comme l'actif refuge, et je vous assure que ce n'est malheureusement plus toujours le cas. C'était le cas dans l'économie classique, avant la crise des subprimes, avant la crise de Covid, etc., etc. On parlait de le marché de l'obligation comme marché, on va dire, de safe haven, le marché où on pouvait se cacher pendant les moments difficiles en bourse, mais aujourd'hui c'est beaucoup plus délicat. Parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup plus de risques sur ce marché qui est un sujet central de ce café du dimanche. Tout ça pour dire que quand je regarde ce graphique extrêmement positif, extrêmement optimiste, je me demande qu'est-ce qui se passe réellement. Est-ce que le marché est vraiment objectif par rapport aux risques qui sont présents actuellement sur les marchés? Mais pour moi, c'est même pas ça. C'est même pas le risque de la remontée des taux, de la fin de l'EQI qui sont clairement les risques, mais ce sont des risques qui sont déjà connus quelque part parce que le marché s'attend déjà à certaines choses. Mais il y a un autre risque qu'on a aucun chiffre. C'est le risque chinois. Le risque chinois, j'ai déjà fait un post qui est très important sur le site mindcash.fr. Je vous rappelle qu'il faut le rejoindre absolument si vous voulez suivre le projet Mindcash où je vous ai parlé encore une fois de la crise immobilière comme la semaine dernière. Vraiment potentiel crack immobilier en Chine avec un défaut en conséquence, avec des défauts des promoteurs immobiliers chinois. Je vais vous montrer ce post où je vous ai apporté des informations complémentaires par rapport à la situation en Chine. Je présume que vous avez entendu parler de l'histoire de Evergrande, c'est un des plus gros promoteurs en Chine, je crois que c'est même plus gros, qui fait d'ailleurs 15 fois plus grand
que le promoteur américain D.R. Horton, qui est un des plus gros promoteurs américains également. Et je vous rappelle évidemment que les États-Unis, c'est pas le plus petit pays au monde non plus. Donc c'est juste pour vous donner un petit peu une idée de l'ampleur de cette crise. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé aussi de la Fantasia, c'est un autre grand promoteur qui est au bord de la faillite, ce qui crée effectivement un effet domino. On parle un peu partout de l'effet domino dans le secteur immobilier chinois. On va en parler beaucoup plus en détail tout à l'heure, mais là maintenant, je voudrais juste rappeler à ceux qui ne suivent pas mes posts quotidiens, qu'est-ce qui se passe exactement en Chine? Donc actuellement, la dette des promoteurs chinois s'élève à un montant supérieur à 5 trillions de dollars, soit la taille de l'économie japonaise. Donc ça, c'est la troisième économie la plus grande au monde. Donc déjà, c'est juste pour vous donner une idée sur l'ampleur d'une crise potentielle si jamais il y a une crise dans l'immobilier chinois qui est pour moi très probable. La Chine compte plus de 90 millions de logements vacants, ce qui suffit pour loger la population de l'Allemagne. Donc ça nous fait penser, pour ceux qui sont de mon âge ou en tout cas pour ceux qui étaient présents sur les bourses ou dans les médias économiques pendant la crise de subprimes, ça vous fait certainement penser à des cités fantômes, notamment en Espagne, aux États-Unis également, dans tout un tas de pays suite à la crise immobilière. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut se produire actuellement en Chine. Et d'ailleurs, c'est déjà un peu le cas, que ça commence à se produire. Et les risques sont réels parce que si le logement vacant commence à ne plus trouver d'acheteurs, dans ce cas-là, ça peut mettre une énorme pression sur les prix immobiliers. Et quand les prix immobiliers baissent, bon, tout à coup, il y a tout l'enchaînement des effets économiques négatifs qui peuvent se produire et se propager un tout petit peu partout dans l'économie aussi importante comme la Chine. Et quand on parle des prix immobiliers en Chine, qui sont actuellement exorbitants dans les grandes villes, dans les principales métropoles chinoises, le prix moyen immobilier, il dépasse les 40 ans de salaire moyen dans ces villes. Donc vous voyez cette disparité entre les prix de l'immobilier et les salaires moyennes en Chine dans les grandes villes. Donc on parle souvent de cette disparité à Paris, par exemple, parce qu'effectivement, quand on compare les salaires par rapport à l'immobilier, ça fait parfois peur, mais vous voyez qu'il y a des pays où c'est beaucoup, beaucoup pire. Et enfin, la dernière actualité que moi je trouve particulièrement importante, que pour s'en sortir de cette déboire financier, Evergrande a décidé de céder une partie de son parc immobilier pour un montant de 3 milliards de dollars. Et cette somme ira pour le remboursement des créances, qui est tout à fait normal, mais attention, les médias chinois, ils disent que cette somme va aller pour le remboursement des créances internes. Donc c'est en gros les investisseurs internes qui vont être remboursés en premier. Donc du coup on fait déjà une distinction entre les investisseurs internes et les investisseurs externes. Nous, si vous investissez par exemple dans les actifs chinois, je vous rappelle que je ne parle pas dans le vide. Moi, j'ai des positions sur le marché chinois, notamment dans les actions de la tech chinoise. Donc du coup, ça me concerne, probablement vous aussi. Donc n'oubliez pas que la Chine privilégie ses investisseurs chinois par rapport aux investisseurs étrangers. Et donc voilà, pour clôturer ce débat, quand je regarde ce graphique, ici je regarde surtout à plus long terme, donc c'est vrai que c'est une petite correction. Moi, je pense que cette correction, elle est un peu trop petite pour justifier les risques qui sont actuellement présents sur les marchés financiers. Donc maintenant, on atteint le sommet de la vague B et on peut tout à fait repartir sur une autre vague de correction pour compléter complètement le cycle des vagues et les hautes et le modèle correctionnel ABC. Je m'attendais avant que cette correction sera encore plus profonde, mais elle ne s'est pas confirmée de point de vue technique. Et moi, je vous rappelle toujours que pour moi, il y a 3 piliers. Le pilier macro, pilier fondamental qu'on vient de voir et le pilier technique, parce que moi je n'agis jamais s'il n'y a pas de signal technique, même si je vois que la situation fondamentale, comme c'est le cas aujourd'hui selon mon opinion, est négative. Donc là, la situation est négative, mais je suis toujours parfaitement présent sur le marché parce que pour le moment, je n'ai pas de signal technique pour vendre, je n'ai pas de signal technique pour changer la structure de mes positions. Maintenant, nous passons sur la deuxième partie de cette vidéo. Nous allons parler du marché obligataire. Dans les très grandes lignes, quand vous investissez en bourse, il y a 2 titres financiers. Les titres de créance, c'est les titres de dette, et les titres de propriété, c'est les actions. Donc en gros, pour les actions, on en parle largement trop souvent, et aujourd'hui, on va se concentrer sur les créances qu'on appelle habituellement les obligations. Sur le premier slide que je vais vous montrer dans quelques instants, je vais vous présenter la structure de l'investissement de point de vue de dette. Quelles sont les grandes catégories dans lesquelles vous pouvez investir quand vous investissez en bourse, mais globalement pas que en bourse finalement.
Dans cette présentation, j'ai essayé de simplifier un peu au maximum pour que cette information soit facile à consommer. Donc, il ne faut pas non plus me juger trop sévèrement parce que c'est vrai qu'il y a parfois des subtilités que je n'ai pas mentionnées exprès ici parce que sinon cette présentation serait trop longue. J'essaye vraiment de donner une idée et après, selon vos likes, selon les likes que vous allez mettre, je peux évoluer de plus en plus ce sujet si cela vous intéresse. Donc, selon mon point de vue, on peut séparer tous les investissements sur ces 4 catégories. La première catégorie, c'est monétaire. Monétaire, c'est quoi? C'est vraiment l'investissement le plus sécurisé. C'est en gros, ce sont les emprunts à court terme, ce sont des risques de marché interbancaire ou les risques des placements d'après la Banque centrale. C'est vraiment hors risque. Donc, c'est même en dessous d'investissement sans risque. Vous savez, c'est comique, mais de point de vue de risk management, parce que moi, personnellement, je travaille beaucoup avec le risk management, le risque monétaire, il est souvent considéré comme même moins risqué que les placements sans risque. Ça peut paraître complètement absurde. Comment ça se fait qu'on peut être en dessous de 0 de point de vue de risque? C'est vrai qu'on peut. Parce que le marché monétaire, il est tellement peu risqué, tout simplement parce que le marché monétaire opère des placements qui sont largement impactés par les différents programmes des banques centrales menés par les grandes institutions financières. Par exemple, si vous prenez un taux américain à 10 ans, qui est largement affecté par le programme de quantitative easing de la Réserve fédérale, évidemment, ça donne un impact direct sur le niveau des taux que vous pouvez observer sur le 10 ans américain. Donc, ce taux se trouve légèrement en dessous de ce qui est considéré comme le taux sans risque. Ça peut paraître un peu stupide, mais c'est comme ça. Donc, vous pouvez regarder que, par exemple, le taux interbancaire, c'est que celui-ci qui est souvent considéré comme le taux sans risque est légèrement supérieur au 10 ans américain qui est largement affecté par les actions des différents acteurs économiques majeurs de la régulation macroéconomique du pays aussi important comme les États-Unis. Donc quand on parle de marché monétaire, on parle des taux qui sont inférieurs encore aux taux sans risque. Donc même en investissant sans risque, on peut avoir des rendements supérieurs que vous pouvez observer sur le marché monétaire. Vous voyez, donc il y a des petits paradoxes comme ça sur le marché. Maintenant, nous arrivons sur les marchés obligataires. Ça, c'est le sujet principal de cette vidéo. On va en parler largement assez aujourd'hui. En gros, c'est un marché des obligations. Ce sont des titres de créances qui sont émises par les différents acteurs économiques. Sur le slide suivant, nous allons voir la structure approximative, encore une fois, parce que je simplifie la présentation. Quels sont les émetteurs potentiels de ces obligations? Ensuite, le marché d'actions. Nous sommes sur le site mindthecash.fr, donc sur la chaîne YouTube. Vous savez ce que c'est, donc on en parle tout le temps. Je ne vais pas préciser de quoi s'agit-il parce que je considère ça comme évident. Et ensuite, le quatrième risque, qui est souvent considéré comme le placement le plus risqué, même si je ne suis pas parfaitement d'accord, ce sont les risques de dérivés, ce sont les risques des forex, ce sont les différents CFD, notamment les crypto-monnaies. On peut y classifier aussi dans cette catégorie. En gros, il s'agit des produits à levier et les produits dérivés. Donc, ça veut dire les produits dérivés, c'est quoi? Ce sont des produits, on va dire, fictifs qui ont un sous-jacent. Un sous-jacent, c'est soit une créance, soit un titre de propriété, soi-disant une action. Voilà, en gros, ça, ce sont les 4 catégories. Et donc, souvent, on dit qu'on passe d'un risque minimal monétaire et au fur et à mesure, on remonte par le marché obligataire, actions et dérivés. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette classification parce que ça dépend beaucoup de quelle action ou de quelle obligation nous parlons. Et ça dépend aussi également de quel dérivé, et notamment de dérivé sur quoi on parle. Donc, par exemple, si vous prenez un futur ou sur une option sur obligation américaine n'est pas nécessairement plus risquée que, par exemple, une obligation de l'État vénézuélien. Donc vous voyez, donc ça dépend vraiment beaucoup de ce sous-jacent et ça dépend beaucoup de la qualité de la signature de l'émetteur d'une obligation. Tout ça, on va voir tout à l'heure. Mais l'idée principale de ce slide que je voudrais que vous reteniez pour cette présentation, que quand vous investissez, quand vous passez en trade ou quand vous montez une stratégie d'investissement, vous devez toujours comprendre dans quel segment vous êtes. Ce n'est pas aussi facile que ça. Ça peut paraître facile parce que quand j'achète une obligation, ça veut dire que je suis dans le classe de risque obligataire. C'est faux. C'est faux. Par exemple, vous pouvez acheter une obligation d'un émetteur qui est au bord de la faillite et dans ce cas-là, ça va vous représenter beaucoup plus de risques que beaucoup de dérivés qui sont cotés en parallèle sur les marchés financiers. Donc, vous voyez, donc c'est pas toujours aussi simple à se classifier. Et donc, il ne faut pas sous-estimer ce travail. Mais quand vous investissez, par exemple, sur une action, sur une obligation, vous devez vous classifier dans votre tête à quel type de risque ça peut correspondre. Et surtout, ne pas se tromper parce que l'erreur de classification de votre risque va avoir un impact direct sur votre exposition, sur ce qu'on appelle
allocation d'actifs, et donc du coup, votre portefeuille finalement peut être complètement déséquilibré du point de vue de gestion de risque. Voilà, donc la principale idée de ce slide, c'est que quand vous investissez, vous devez comprendre dans quel segment des marchés, de point de vue des risques, vous êtes. Maintenant, le marché obligataire, comment est-il structuré? Comme je viens de vous dire, il y a différentes obligations avec des différents profils de risque, bien évidemment. Donc, nous commençons encore une fois par les moins risqués, c'est les government bonds, donc ça c'est les obligations des États. Mais quand on parle des government bonds, en général, dans les médias, on sous-entend les bonds des États. Les bonds, en fait, c'est les obligations en anglais, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Ce sont les obligations des États développés. Donc, cela veut dire que c'est les États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est l'Australie, Japon, etc., etc. En gros, c'est les États dont la signature a une classification qui commence par A de ce point de vue des agences de notation. Là, on va voir le tableau des agences de notation. Mais en tout cas, c'est considéré comme presque sans risque. Donc, c'est des signatures, les meilleures signatures au monde. Quand on parle de cette classification, quand vous achetez par exemple une obligation de la France, ou bien vous investissez sur un support qui est indirectement ou directement indexé sur le OAT français, vous êtes dans cette catégorie-là. Par contre, si vous achetez une obligation d'un pays émergent, vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, parce que vous voyez que c'est une autre catégorie qui est troisième dans cette classification de point de vue de risque. Donc, voyez, donc évidemment, tous les pays émergents ne se valent, ainsi que tous les pays développés ne se valent pas non plus. Mais dans tous les cas, pour les pays développés, la faillite dans des pays développés, style la France, Allemagne, Japon ou encore les États-Unis, donc ça représente vraiment un risque systémique, et donc ils sont plus ou moins considérés de point de vue de risque général, je veux dire, comme pareil, parce que la faillite de la France, par exemple, c'est un événement systémique pour tout le monde entier où tout le monde va s'écrouler. Voilà, donc il faut faire quand même beaucoup attention à ça, mais quand vous investissez sur les obligations françaises, vous êtes clairement dans le premier segment de ce marché obligataire. Ensuite, Mortgage-Backed Securities, ou bien MBS. Pour ceux qui ont suivi l'histoire de la crise des subprimes, vous voyez parfaitement ce que c'est. Il y a un mécanisme qui s'appelle la titrisation. Grosso modo, la titrisation, c'est très simple. Quand vous prenez un crédit à la banque, donc la banque vous file par exemple 100 000 euros, dans ce cas-là, la banque elle a deux solutions. Soit elle garde ces 100 000 euros pour soi, et donc du coup, elle porte le risque que vous ne payez pas. Grosso modo, après, il y a tous les mécanismes de garantie, etc., que vous connaissez parfaitement si vous êtes propriétaire. Ou bien ils ont une autre solution qui est un peu plus à la anglo-saxonne, ils peuvent titriser votre dette. En gros, ils peuvent émettre une créance qui va être indexée sur votre capacité de remboursement. Donc si vous ne payez pas, c'est pas la banque qui va perdre de l'argent, mais c'est celui à qui cette banque va revendre cette obligation. Et donc ces obligations s'appellent MBS, le Mortgage-Backed Securities, et donc ce sont des obligations qui ont circulé énormément aux États-Unis avant la crise de subprimes, qui ont fait baisser des taux encore plus, parce que souvent ces obligations étaient embarquées sur des produits structurés à multicouches très compliqués et qui ont été packagés et revendus à des différents fonds de pension, fonds d'investissement, etc., etc. Je ne veux pas rentrer dans la crise des subprimes, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je peux vous faire une vidéo sur les crises économiques, mais dans tous les cas, j'espère que c'est assez clair cette explication très vague. Troisième, Emerging Market Bonds, cela veut dire que c'est vraiment les obligations des pays émergents. Ici, on peut avoir non seulement des obligations des États, mais aussi les obligations des entreprises, qui est une autre classification. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours facile à lire ce tableau, parce que, évidemment, dans les pays émergents, on peut avoir différentes entreprises, on peut avoir les différents États, et évidemment, les signatures ne se valent pas. Donc, même si j'essaie généralement de rester au maximum simple, c'est pas simple toujours de classifier ces investissements. Mais l'idée importante sur ce slide, c'est que cette classification que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas une classification que moi j'ai inventée. C'est une classification quelque part officielle, et vous voyez bien que officiellement nous distinguons les obligations du monde développé et les obligations du monde émergent dans les deux classes actives différentes traitées de même manière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si par exemple vous achetez une obligation d'un pays émergent, notamment la Chine, qui en fait toujours partie d'ailleurs, ce n'est pas comparable à un achat d'une obligation de la France ou de l'Allemagne. Donc le résumé de ce slide, encore une autre idée qu'il faut retenir après cette page de présentation, c'est que toutes les obligations ne se valent. Donc les obligations des différentes catégories ne portent pas le même risque, et surtout toutes les obligations ne sont pas sûres. Ça ne va pas nécessairement dire si vous investissez dans les obligations que vous êtes quelque part safe ou vous êtes dans le
petit monde de bisounours, de safe haven, comme on dit en bourse. Sur ce slide, je voudrais vous montrer à quel point le marché obligataire est important. Souvent, on l'appelle comme le marché le plus intelligent, le marché le plus important dans le système capitalistique, et c'est pas faux parce que c'est le fondement de notre système qui est largement basé sur la dette. Sur cet exemple, je vais vous montrer comment la dette immobilière peut impacter toute l'économie d'un pays ou voire l'économie mondiale. Donc c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la crise 2008-2009, donc ça fait partie de l'histoire. Donc maintenant, imaginez qu'il y a une crise immobilière, ce qui se passe actuellement notamment en Chine avec des défauts de promoteurs et une potentielle énorme de la baisse des prix immobiliers. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe réellement dans l'économie? Donc quand on parle de l'immobilier, forcément on parle de la dette parce que quand on achète de l'immobilier, on emprunte et ce que font la majorité écrasante des personnes, donc en fait ils vont à la banque, ils empruntent de l'argent et l'achètent de l'immobilier. Donc si l'immobilier est en crise, donc qui est impacté? Forcément le système bancaire qui a financé cette bulle immobilière. Si la bulle immobilière commence à exploser, donc du coup le système financier se retrouve face à ce risque de l'immobilier en crise. Donc évidemment les crédits qui ont été octroyés pour financer les promoteurs, pour financer les acheteurs, pour financer les différents projets liés directement sur l'immobilier, donc devient les actifs toxiques qu'on appelle parfois, c'est-à-dire les dettes qui ont des risques de ne pas être remboursées. Du coup, le système bancaire, qui est vraiment le système sanguin de l'économie moderne, se retrouve en crise. Déjà, ça c'est pas mal. Donc quand le système bancaire se retrouve en crise, il n'y a plus de financement, il n'y a plus de financement d'économie réelle, il n'y a plus de financement des particuliers, donc tout le système peut s'arrêter. C'est ce nous avons vu pendant la crise 2008-2009, quand les banques n'ont pas voulu prêter entre elles parce que déjà, entre les banques, sur le marché interbancaire, il n'y avait plus de confiance. Déjà, ce marché de base, c'est vraiment le marché de fondement de l'économie moderne, il a été à l'arrêt. Donc là, je me souviens très bien comment les États, et notamment l'État français avec les propositions de Sarkozy à l'époque, d'apporter des garanties sur le marché interbancaire, comment les États, ils ont essayé de rassurer les banques pour qu'elles recommencent à prêter entre elles. Donc vous voyez, quand cette confiance est rompue, quand vous voyez que par exemple, il y a une probabilité que Société Générale, par exemple, ou la BNP ne rembourse pas ses obligations par rapport à une autre banque, ça fait vraiment peur et ça peut déstabiliser tout le système. Donc déjà, seul ce point qui peut être une conséquence directe de la crise immobilière, il est déjà pas mal, il a déjà une ampleur systémique, surtout dans les grosses économies comme les États-Unis, ce qui était il y a 12 ans, et comme ça peut arriver en Chine. Donc c'est juste pour que vous compreniez que les risques sont quand même hyper importants. Quand on parle de la Chine, que la baisse des prix immobiliers, c'est pas juste un cadeau pour les consommateurs et que le plus des Chinois vont se permettre d'acheter un appartement. Non, ça peut créer des phénomènes de bord très importants où l'État chinois devra intervenir, il devra injecter dans ce système, il devra sauver certaines entreprises. Du coup, ça va augmenter la dette de l'État et ça va déstabiliser aussi en quelque sorte la finance publique. Mais attention, je ne pense pas qu'il faut mettre tout dans le même panier et bien distinguer quand même certaines choses. Là, je vais encore en parler. Ensuite, les mortgage-backed securities, ça c'est le deuxième niveau, que j'ai déjà expliqué qu'est-ce que cela veut dire. Donc ça, c'est le deuxième rang des risques. Évidemment, tous les mortgage-backed securities, les taux sur ces créances vont exploser parce qu'évidemment, plus les prix bas, plus il y a de la crise immobilière. Bon, donc déjà, économiquement, il y a beaucoup de personnes qui deviennent insolvables. Il y a beaucoup plus de probabilité que ces prêts ne soient pas remboursés. Donc évidemment, tout ce marché va se retrouver dans une énorme crise. Et d'ailleurs, pendant la crise 2008-2009, la Fed elle a commencé à intervenir également sur ce marché. Ils ont commencé à massivement racheter ces titres de créances pour éviter les faillites en cascade. Est-ce que l'État chinois va le faire? Je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez comment ils vont agir pour adresser les problèmes de cette crise qui est déjà presque présente. En fait, j'ai envie de dire, c'est pas juste des soupçons, c'est déjà le cas dans pas mal de secteurs. On voit toutes les semaines des grosses entreprises faire faillite. Comment l'État chinois va gérer cette crise? Est-ce qu'il va appliquer les mêmes méthodologies comme les pays capitalistiques et les États-Unis? Ou bien ils vont utiliser une autre approche plus dans l'esprit socialiste et communiste? C'est une grande question que je me pose. Je n'ai pas de réponse à cette question, mais c'est un énorme risque pour les marchés financiers. Après, n'oubliez pas que l'immobilier, c'est un secteur cyclique par excellence. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'autres secteurs qui sont là pour servir tout simplement le secteur immobilier, notamment les divers sous-traitants, les divers fournisseurs qui vont se retrouver en difficulté parce qu'ils auront de moins en moins de travail, en fait, du business, et il y aura des faillites également dans ce secteur qui
qui fera des cascades aussi dans les autres secteurs. Donc il ne faut pas voir juste l'immobilier séparé de tout le reste. L'immobilier, ça fait partie du système global, ça fait partie de l'économie, et dans l'économie, il y a des différents secteurs qui sont plus ou moins corrélés avec ce secteur immobilier. Et la particularité du secteur immobilier, qu'il est corrélé avec beaucoup d'autres secteurs, et c'est ça un énorme risque qu'il faut toujours tenir compte. Et finalement, on arrive au quatrième bloc qui n'est pas le moindre, qui est très important. Quand il y a une crise immobilière dans un pays, les investisseurs, la plupart des fonds, ils sont parfaitement conscients de ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, et on commence à observer la fuite des investisseurs dans les actifs sans risque. Les actifs sans risque, c'est très simple, en général, c'est le dollar et c'est les obligations américaines. Donc si jamais il y a la crise obligataire ou la crise immobilière en Chine, les investisseurs vont aller dans le 10 ans américain et pas dans le 10 ans chinois. Et ça, je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut bien comprendre, que les 10 ans chinois ne vont pas servir comme un safe haven en cas d'une grosse crise. Donc au contraire, les investisseurs qui vont fuir les marchés émergents, ils vont fuir également le marché de la dette gouvernementale de la Chine, et donc ça va forcément faire monter les taux en Chine et ça va faire baisser les prix des obligations chinoises. Donc ça va mettre la pression également sur le marché de dette gouvernementale de la Chine. Donc ça, c'est vraiment une corrélation directe. Il ne faut pas croire que ça va rester comme un safe haven et les investisseurs vont se cacher dans les obligations chinoises, parce que déjà, il y a non seulement le risque politique de l'économie complètement dirigée, donc si le parti décide de faire une certaine chose, elle va le faire, et on ne sait pas comment elle va traiter les investisseurs étrangers notamment, donc on le voit déjà qu'elle ne les traite pas super bien, mais il y en a aussi un risque de devise qu'on va encore décortiquer sur les prochains slides. Donc les investisseurs vont jamais, en tout cas les investisseurs étrangers c'est sûr, ne vont jamais voir la dette chinoise, même la dette la mieux notée, la dette souveraine chinoise, comme en safe haven. Ils vont sortir tout des émergents, ils vont mettre tout sur les actifs sans risque. Les actifs sans risque, c'est l'Allemagne, Bund allemand, OAT français, c'est le 10 ans américain. Vous savez, pour anecdote, il y a un phénomène des États-Unis, et ça démontre quand même à quel point nous sommes dépendants quand même de l'économie américaine, qu'en 2012, si ma mémoire est bonne, l'agence S&P 500 elle a retiré la note AAA des États-Unis. Donc toutes les, bon, il y a 3 agences de notation, mais les 2 autres, en fait, ils maintiennent la meilleure note au monde, mais S&P 500 elle a retiré cette note en 2012. Pendant justement ces discussions sur le plafond de la dette que nous avons vécu il n'y a pas longtemps, qu'on devrait revivre en décembre encore une fois. Et donc, logiquement, qu'est-ce qui devrait se passer, selon vous? Donc, effectivement, donc là, la dette, du coup, elle est plus risquée parce qu'une des agences de notation considère que le défaut des États-Unis, il est quand même plus probable. Donc, dans ce cas-là, on devrait faire quoi? On devrait revendre les obligations américaines et partir ailleurs, n'est-ce pas? Et non, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, parce que le 10 ans américain, il a pris énormément de valeur après cette annonce, parce que les investisseurs, ils croient toujours et encore que le 10 ans américain, c'est l'actif le plus sûr au monde. Donc même quand il y a de la pression sur la dette américaine, donc quand il y a une agence de notation reconnaît que les États-Unis peuvent faire faillite avec une mini probabilité, même dans ces circonstances-là, tous les acteurs économiques vont se placer sur le 10 ans américain quand même. Vous voyez, le paradoxe, c'est quand même incroyable quand on dit ça, mais ça démontre à quel point quand même les marchés font confiance aux États-Unis. Ça peut changer, vous voyez, je ne suis pas un pro-américain, je vous constate ce qui se passe réellement dans le monde. Et donc, je vous assure que si jamais ça devient chaud, c'est déjà, selon moi, c'est déjà assez chaud en Chine, les investisseurs vont se cacher encore et encore dans la dette américaine et pas dans la dette chinoise. Donc, c'est pas du tout le safe haven et c'est pas du tout un actif de protection pendant les grosses crises. Sur ce slide, je voudrais vous montrer toutes ces, quelque part, anomalies, en fait, si vous voulez, à quel point ce n'est pas évident d'estimer quelle dette elle est vraiment risquée, quelle dette n'est vraiment pas. Donc là, je vous ai présenté une sélection des pays, j'espère que c'est relativement présentatif, mais en tout cas, j'ai essayé de garder ça simple et pour que cette lecture soit facilitée au maximum. Donc, dans la première colonne, c'est les pays donc, que j'ai sélectionné pour cet exemple. Et ensuite, c'est la dette, pourcentage de dette par rapport au PIB. Donc, pour estimer qu'en quelque sorte, la propreté des finances publiques, même si ce n'est pas spécialement un seul paramètre à surveiller, mais encore une fois, je fais au maximum pour simplifier. Ensuite, je vous ai présenté les notes des 3 agences S&P, Moody's et Fitch. Qu'est-ce que les agences pensent
par rapport à l'état des finances de ce pays concret. Je vous rappelle que ça, c'est un avis des analystes. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas l'opinion publique, c'est juste, il y a 3 agences américaines d'ailleurs, très très puissantes. C'est pour ça d'ailleurs, les actions de ces 3 agences, pour moi, font partie de la catégorie A. Je crois que Fitch n'est pas coté, mais en tout cas Moody's et S&P sont cotés en bourse, donc vous pouvez y investir. Elles font partie pour moi de la catégorie A parce que leur avantage concurrentiel est tellement énorme, parce que à part ces 3 agences, on n'écoute à personne quasiment, et donc leur notation est très importante. Mais ça reste un avis des spécialistes de ces agences, donc il faut quand même bien comprendre. Ce n'est pas nécessairement un consensus général des marchés. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ces notes, ils commencent à A quelque chose, et ensuite ça va vers B, C et jusqu'à la faillite. Ensuite, la colonne 4e, c'est le taux à 10 ans. En fait, en revanche, ça, c'est l'opinion du marché. Le taux à 10 ans, c'est ce que pense le marché, parce que les obligations sont échangées sur les bourses. En fait, vous pouvez y investir, moi je peux y investir, les différents fonds peuvent y investir, mais n'oubliez pas que les banques centrales peuvent y investir aussi. Investir, je prends entre guillemets, parce que c'est pas vraiment un investissement, c'est surtout la politique monétaire des banques centrales des différents pays. Donc, dans des différents pays, ça va impacter significativement le niveau de taux d'à 10 ans qui est aujourd'hui proposé par les marchés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour comprendre tout ce système. Et également, je vous mets dans la dernière colonne l'inflation dans ce pays, l'inflation dernière, parce que dernière, elle est quand même assez faussée par la crise Covid. Et entre parenthèses, je vous mets la moyenne inflation des dernières années pour juste vous donner une idée de l'inflation normale dans l'historique récente. Voilà, nous commençons par le Japon. Donc quand on regarde, si on prend les pays les moins 100 de point de vue de dette, pourcentage de dette dans le PIB, donc on voit que le Japon, la Grèce, l'Italie et après avec un grand écart les États-Unis devraient normalement être les plus risqués. Donc ça veut dire que les agences de notation doivent les noter le pire possible et les marchés doivent les considérer comme beaucoup plus risqués en proposant un taux supérieur. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est complètement du bullshit ce que je viens de dire, que c'est presque l'inverse qui se passe en réalité. On voit que le pays le plus endetté, le plus gigantesque dette du Japon, de 238% impensable du PIB, et le taux à 10 ans est à 0. Donc du coup, le Japon ne paye rien quand il emprunte. Certaines échéances sont même négatives. L'inflation, elle était négative, donc c'est un pays qui est en pleine déflation presque. Donc même après le Covid, il reste toujours en négatif. Les agences de notation donnent toujours les notes proches au meilleur, donc A+, A1A. C'est un chouïa en dessous des AAA, donc vraiment les meilleurs au monde, justement, j'imagine, à cause de cette dette, mais en tout cas, ça reste quand même une très 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 bonne note. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que le Japon, c'est eux-mêmes qui détiennent leur dette. Ça, c'est la particularité de la dette japonaise. Quand on regarde ce chiffre, il n'est pas super parlant par rapport aux autres, tout simplement parce que ces 238% majoritairement sont détenus par les Japonais. En gros, ils ont le contrôle sur leur dette. Voilà. Ensuite, on regarde le deuxième mauvais élève. Et là, je veux parler ensemble de la Grèce et de l'Italie. Donc, ils sont assez loin quand même en pourcentage. Mais en tout cas, conceptuellement, c'est pas si différent que ça. Donc, je vous rappelle que la Grèce, elle a été sauvée en 2012. Il y a eu beaucoup de discussions au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'il faut laisser tomber la Grèce? Est-ce qu'il faut laisser faire faillite ou pas? Donc, finalement, il n'a pas fait faillite. Donc, il y a eu toute une histoire comment les banques ont volontairement refusé d'avoir les remboursements de la dette. Grosso modo, le pays, de point de vue finances publiques, c'est un des pires pays dans l'Union européenne. C'est pour ça que la note, elle est BB, c'est la pire des notes que vous voyez dans ce tableau. D'ailleurs, pour l'Italie, c'est presque pareil. Mais qu'est-ce que pense le marché? Quand vous regardez le taux à 10 ans, il est presque identique. Et il est très, très faible. Il est même en dessous des États-Unis. On va encore parler des États-Unis à part. Et donc, pourquoi ça arrive? Et tout simplement parce qu'on sait parfaitement que l'Italie, notamment, ça c'est un autre exemple d'un pays très très endetté avec des finances publiques catastrophiques, la faillite elle est quasi improbable, tout simplement parce qu'elle fait partie de la zone euro, elle fait partie de l'Union européenne, et sa dette elle est considérée presque comme la dette de l'Allemagne, parce que si l'Italie elle fait faillite, dans ce cas-là c'est une explosion de l'Union européenne quasi garantie, et donc beaucoup de pays peuvent se retrouver au bord de la faillite. Bon, peut-être pas l'Allemagne et la France, on ne sait pas trop, mais dans tous les cas ça sera vraiment une crise de l'ampleur majeure. Donc personne ne croit aujourd'hui à la faillite de l'Italie cause des événements catastrophiques de cet événement. Tout le monde sait que l'Allemagne, la France, l'Union européenne, toutes les autorités européennes, y compris la Banque centrale, avec les capacités illimitées par définition, ils vont faire tout le nécessaire pour que l'Italie ne fasse jamais faillite. En tout cas, dans le modèle actuel, peut-être ça va changer dans les prochaines années, mais en tout cas, le consensus est dit qu'il est improbable
que l'Italie fasse faillite. Pour la Grèce, c'est un petit peu différent, parce que moi je trouve ça vraiment sous-évolué un petit peu. Mais la Grèce, aujourd'hui, après la crise de 2012, quand elle était finalement sauvée, on a constaté que la Grèce, elle fait partie de l'Union européenne, elle fait partie de la zone euro, et elle va rester telle. Et donc, du coup, maintenant, elle est considérée comme une partie intégrante de l'Union européenne, de la zone euro, et donc du coup il n'y aura pas de faillite de la Grèce parce que la Banque centrale va faire le nécessaire, les banques commerciales européennes vont faire le nécessaire, et l'Allemagne, la France, les grands pays qui sont riches de l'Union européenne, du cœur de l'Union européenne comme on les appelle parfois, vont faire le nécessaire pour sauver ses voisins au sein de ce groupe des pays les plus riches au monde. Ensuite, pour l'Allemagne et les États-Unis, je pense que c'est assez clair, suite à ce que je viens de vous dire. Et les États-Unis, c'est un petit peu particulier parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de croissance, donc du coup, il y a un petit peu plus de l'inflation saine, je ne parle pas de la période de Covid, mais en général, c'est un pays où il y a plus de croissance, donc du coup, les taux sont plus élevés historiquement que dans les autres pays développés. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est la dernière ligne, c'est la Chine. La Chine, selon ce tableau, en termes de finances publiques, si on croit aux chiffres chinois, ce qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, c'est clairement le meilleur élève. Donc 55% de la dette par rapport au PIB, c'est parfait. L'agence de notation se prononce en favorable envers la Chine, donc ils disent que c'est un pays avec des très bons finances publiques, ils ont raison. Il y a très peu de chances que la Chine fasse faillite, c'est tout à fait juste. Mais en revanche, le taux est le plus élevé. Pourquoi ? Parce qu'on voit que l'inflation, même si on croit encore une fois aux chiffres chinois, elle est entre 2 et 2,5%, ça reste quand même plus élevé que dans les autres pays qui ont la même notation, et en plus les finances publiques qui sont beaucoup moins saines. Pourquoi ça se passe comme ça ? Tout simplement parce que c'est un pays émergent, c'est pas du tout la même classe d'actifs, tout simplement parce qu'il existe des risques politiques, il existe la monnaie, il existe une autre monnaie dans laquelle cette dette a été émise. Et la Chine, contrairement à beaucoup d'autres pays, elle a le contrôle sur sa monnaie, et si jamais ils ont un problème, ils peuvent tout simplement, ce qu'on appelle, monétiser leur dette. Vous savez, sur certaines chaînes en France, je suis assez étonné, on parle souvent qu'on va nous piquer notre épargne, etc., qu'on va monétiser cette dette un jour. Probable, je ne dis pas le contraire, probable ça va arriver, même si j'ai du mal à imaginer ce scénario, mais en tout le cas, on parle de la Chine comme si c'était un pays où ça ne peut pas arriver. Et c'est un pays communiste où le parti peut décider en sa faveur, ils ont parfaitement le contrôle sur la monnaie, et c'est pas les pays, on va dire, démocratiques, on va vraiment demander l'avis à beaucoup de personnes. Ils vont faire ce qu'ils ont décidé, et très rapidement. S'ils vont décider qu'on va monétiser la dette, ils vont le faire sans aucun problème. Donc je ne sais pas pourquoi ce risque est souvent écarté, et donc moi je pense que c'est quand même quelque chose que nous devons tenir en compte, c'est non seulement la signature du pays quand vous investissez dans les obligations ou d'une entreprise, mais aussi la devise dans laquelle cette dette a été émise. Donc vous voyez, après avoir analysé ce tableau, on voit que c'est pas toujours facile. En fait, il y a encore d'autres critères que je ne vous ai pas parlé, notamment les politiques monétaires dans chacun des pays qui vont largement affecter le marché de dette. Donc vous voyez que c'est pas toujours facile à choisir quels sont les critères à appliquer, quels sont les bons critères à appliquer quand on choisit un investissement obligataire. Pour éviter que cette vidéo soit trop longue, déjà c'est assez long, je vous propose de mettre le maximum des likes pour que je puisse reprendre ce sujet dans la vidéo de la semaine prochaine où je vais vous parler des ETF obligataires, je vais vous parler des ETF, des obligations corporate, je vais vous parler des ETF, des obligations sur les États, quels sont les risques par rapport aux devises, par rapport au rendement, etc. etc. Donc dites-moi ça dans les commentaires si la suite de ce sujet vous intéresse, et surtout le nombre de likes, puis pour moi sera déterminant si je vais ou pas reprendre ce sujet dans les prochaines vidéos. Et voilà, et c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre un like encore une fois, partager cette vidéo à vos amis qui s'intéressent éventuellement à la bourse, et je vous souhaite de passer un agréable dimanche. À très bientôt et mind the cash, bye bye.